Bonjour à toutes. Donc, merci de vous joindre à nous ce soir pour cet événement de la série de conférences de Cancer de l'ovaire Canada où on invite des experts et des conférenciers qui traitent d'une vaste gamme de sujets d'intérêt pour les femmes comme vous atteintes du cancer de l'ovaire, pour leurs familles et leurs amis. Ce soir, notre événement s'appelle Le voyage intérieur d'une sœur turquoise avec notre invitée spéciale, Karine Lejeune. Prenez note que la première partie de cet événement, donc maintenant et jusqu'à avant la période d'échange, sera enregistrée. Vous pouvez donc fermer votre caméra et désactiver votre micro pour le moment. Installez-vous confortablement et préparez-vous à écouter et rencontrer notre conférencière Karine. Tout au long de sa présentation, je vous invite à soumettre vos questions si vous en avez par écrit en utilisant la fonction discussion au bas de votre écran. Une période de questions et réponses et d'échanges entre les participantes sera prévue en deuxième partie de l'événement vers 19 heures et ne sera pas enregistrée dans le respect de votre confidentialité. Donc, sans plus tarder, laissez-moi vous introduire votre conférencière. Habitant à Québec, Karine combine sa carrière de pharmacienne et ses nombreux allers-retours aux quatre coins du monde. Elle a foulé le sol de plus de 65 pays et vécu 1 an dans l'archipel d'Hawaï. Un tournant sur sa route l'amène à découvrir de nouvelles facettes de la vie et à fonder une famille. À 37 ans, alors qu'elle est enceinte de son deuxième enfant, la vie de Karine Lejeune bascule. Un cancer agressif de l'ovaire menace sa vie et celle de son fœtus. Pour elle qui a parcouru le globe depuis sa jeunesse, un tout autre type de voyage commence alors, celui de l'exploration intérieure. Entre le douloureux moment présent et les souvenirs de ses voyages autour du monde, Karine doit trouver la force, l'espoir et la résilience nécessaires pour sauver 2 vies, celle de son enfant à naître et la sienne. Je vais alors laisser la parole à Karine et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Donc, n'oubliez pas de fermer vos micros et fermer vos caméras pour l'instant pour la première partie de la présentation. Et n'oubliez pas de soumettre vos questions dans la boîte de discussion s'il y a lieu. Puis, on va se retrouver tantôt pour une période d'échange. Donc, Karine, c'est à toi. Merci Valérie. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Karine, j'habite à Québec. Et puis, je vais vous décrire mon plus récent parcours. Donc, comment ça va fonctionner au niveau de la présentation? Dans le fond, je vais vous parler de toute mon histoire de cancer, mais je vais vous parler également du livre que j'ai écrit et puis qui a été récemment publié. Donc, chaque présentation, comment je pourrais dire, chaque diapo présente l'histoire du cancer en parallèle avec le livre, là, chacun des chapitres du livre. Donc, chaque diapo correspond à un chapitre du livre. Donc, on va commencer sans plus tarder. Et puis, vous allez voir également dans chaque diapositive que tout ce qui est écrit en bleu marin fait allusion au livre. Donc, le livre s'appelle « À la frontière de la vie ». Donc, pourquoi j'ai décidé d'écrire? En fait, j'avais un projet d'écriture qui a débuté avant l'apparition de la maladie dans ma vie. Donc, j'avais commencé à écrire mes expériences de voyage parce que j'en avais plusieurs et puis parce que je voulais laisser un legs à mes enfants. Et puis, donc, je les avais commencé à les décrire de façon chronologique. Mais il manquait un petit quelque chose. Tu sais, il manquait de saveur. Bon, et puis, comme vous allez l'apprendre, la maladie est arrivée dans ma vie assez abruptement. Et puis, pendant tout l'épisode de la maladie, j'ai eu besoin là, de coucher sur papier tout ce que je ressentais, mes émotions. Parce que des fois, j'avais la difficulté à l'exprimer verbalement, mais avec des mots, c'était plus facile. J'avais besoin de tout noter ce que je vivais parce que c'était beaucoup. Puis, je vous dirais même que l'écriture a été salutaire. Je dis même souvent que ça a été mon psy pendant les mois intenses là, de la maladie. Donc, ça me permettait de structurer ma pensée, de libérer mes émotions, puis de me concentrer aussi sur quelque chose. Oui, l'écriture portait sur la maladie, mais ça faisait en sorte aussi que j'avais un nouveau projet là, qui prenait vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire.
Mais là, j'écrivais ce que je vivais, j'écrivais toutes les étapes de la maladie, mais là, je voulais quand même garder tout, on va dire, mon ancienne vie là, de globe-trotteuse, là, mes expériences de voyage me tenaient à cœur. Là, je ne savais pas comment marier tout ça ensemble. Puis, à un moment donné, l'idée est arrivée. Dans le fond, c'est que au fur et à mesure que je vivais l'adversité, j'ai utilisé des forces, des valeurs. Et puis, c'est à partir de ces valeurs-là que j'ai réussi à associer une expérience de voyage du passé. Donc, c'est comme ça que je le présente dans mon livre. Et je vais vous donner des exemples de titres de chapitres là, pour que vous compreniez mieux. Comme par exemple, la spiritualité à Hawaï, le lâcher-prise en Turquie, la persévérance au Pérou, la résilience au Québec. Je ne vais pas trop vous dire tous les titres, puis je ne vais pas vous parler non plus des expériences de voyage. Ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais c'est pour vous expliquer un petit peu la structure là, de la présentation de ce soir et puis la structure du livre par le fait même. Donc, où tout commence. Il faut se remémorer le septembre 2018. Il faut retomber en septembre 2018, alors que je vivais la vie de mes rêves, en fait. J'étais une jeune femme, j'avais 37 ans. Je suis encore une jeune femme, mais j'étais encore plus jeune à l'époque, de 37 ans, originaire de Québec. J'étais une globe-trotteuse, donc je faisais beaucoup, beaucoup de voyages. Parfois, je partais quelques mois, une année. J'étais une maman d'une petite fille qui s'appelle Lydia. Elle avait 2 ans et demi. Et puis, même elle, c'était un bébé globe-trotteur. Je suis pharmacienne de profession. Et puis, je n'avais aucun problème de santé apparent. Donc, pour moi, là, je réalisais mes rêves au fur et à mesure. Puis, je m'enlignais là, droit, là, dans le droit chemin comme comment je peux dire ça, sans obstacle majeur. Et puis, le 22 octobre, alors que j'étais enceinte du 2e enfant, à la première échographie de datation. Donc, j'apprends que je suis effectivement enceinte de 10 semaines, mais dès que la technologue appose la sonde sur mon ventre, le visage lui change et puis on découvre qu'il y a un gros kyste d'une dizaine de centimètres sur l'ovaire gauche. Donc, je rencontre le gynécologue là, tout de suite après qui me dit qu'il va falloir vous opérer. Pourquoi? Parce que quand un kyste est gros, il peut rupturer. Et puis, quand un kyste est gros, il peut faire comme une torsion de l'ovaire et puis ça, c'est une urgence chirurgicale. Donc, la grosseur était une indication pour une chirurgie. Donc, je rencontre 3 jours plus tard le chirurgien. Inquiétez-vous pas, les images sont belles. Très peu de risque de malignité, là, environ 6%. Donc, on va vous opérer lorsque vous serez dans le 2e trimestre parce que c'est la période la plus sécuritaire pour une chirurgie lorsque une femme est enceinte. Donc, bon, c'est sûr que c'est un gros événement. Moi, je n'avais jamais subi d'opération. Enceinte en plus, les craintes de perdre le fœtus et aussi tout le management là, de la grossesse là, avec les médicaments et tout ça, ça me faisait un peu craindre. Mais bon, c'est à ce moment-là là, que je suis allée chercher un petit peu de spiritualité. J'en ai toujours eu, mais je suis allée un petit peu plus profond. Je demandais la protection, puis j'avais besoin là, de me rallier à ma foi. Donc, le matin de la chirurgie, un mois plus tard, le 23 novembre, je me lève avec le sentiment là, clair, que tout va bien aller. Je me lève là, puis je ressens un bonheur qu'après la chirurgie, tout va bien aller. C'est étrange, mais je n'étais même pas très stressée face à la chirurgie, même que je rigolais avec l'infirmière et puis c'est ça, je ne voyais pas ça comme quelque chose de très difficile, point de vue obstacle. Au réveil, j'apprends que j'avais 500 millilitres d'acide, donc ça, c'est le liquide libre qui était dans mon abdomen.
que le kyste, finalement, avait continué de grossir et qu'il faisait 15 cm. Et puis, au moment qu'ils ont essayé de le retirer, bien, il y avait une texture gélatineuse, puis il a rupturé. Donc, le kyste est devenu en mille miettes dans mon ventre. Bon, évidemment, ils m'ont dit qu'ils ont tout nettoyé, mais il pouvait rester quand même des petites cellules. Et puis, ils ont retiré l'ovaire gauche et la trompe de Fallope gauche comme c'était prévu. Et puis, pendant la chirurgie, il y avait... ils pouvaient extraire des cellules et évaluer si c'était bénin ou malin. Puis ça, c'est rare que ça arrive, mais ils n'ont pas été capables d'identifier. Donc, on n'avait pas la certitude que tout était correct. Mais je n'étais pas trop inquiète à cause de l'intuition que j'avais. Mais là, 6 jours plus tard, j'ai l'appel qui était attendu, qui était redouté, mais c'est une secrétaire qui me dit dans combien de temps vous pouvez vous présenter à l'hôpital. Donc, ça, c'est jamais mauvais signe. Quand il faut se présenter à l'hôpital, je le savais. Donc, c'est ça. J'apprends que c'est une tumeur du sinus endodermique de l'ovaire. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est très normal. C'est quelque chose d'hyper rare. Dans le fond, c'est une tumeur de l'ovaire qui est d'origine germinale, un peu au même titre qu'un cancer testiculaire. Donc, ça correspond à 2 à 3 % des cancers de l'ovaire. Donc, c'est quand même très, très rare. Ça n'a aucune corrélation avec la grossesse. Puis, le tumeur du sinus endodermique, spécifiquement, correspond à 20 % des cellules, des tumeurs germinales. Fait que vous voyez, là, j'avais quelque chose qui correspond à 20 % du 2 % des cancers de l'ovaire. Donc, c'est hyper, hyper rare. Et puis, généralement, ça survient à l'adolescence ou dans la jeune vingtaine. Donc, moi, j'avais 37 ans. C'est quelque chose de particulier de l'avoir aussi tard. Donc, l'équipe de chirurgie me recommande d'avorter dans quelques jours. Donc, eux, ils avaient déjà fait les démarches. Donc, je devais signer le formulaire parce qu'ils me disent, même si c'est une tumeur qui a un bon pronostic avec la chimiothérapie, il faut la commencer très, très, très rapidement parce que c'est une tumeur très agressive. On peut le constater, le kyste a vraiment là, grossi rapidement, donc on voit là, que c'est des multiplications très rapides. Donc, moi, là, un petit peu, là, avant de maîtriser un petit peu mes émotions, je signe le formulaire pour l'avortement, mais je ne suis pas en paix avec ça. Donc, j'ai besoin de temps là, pour réfléchir à tout ça. Donc, je le signe, mais mon cœur, il n'est pas là. Mon cœur et mon âme là, n'étaient pas d'accord avec ce que faisait mon corps. Donc, à ce moment-là, on a fait des recherches. Je tenais absolument à rencontrer un hémato-oncologue. Donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous rapidement avec un hémato-oncologue puis une pharmacienne d'oncologie. Donc, eux autres, ils ont fait des recherches dans la littérature, étant donné que c'est une tumeur rare. Donc, il n'y avait pas beaucoup de cas chez la femme enceinte. Donc, ils ont recensé dans le monde, dans la littérature scientifique, une dizaine de cas. Donc, les femmes enceintes qui avaient reçu ce type de chimio-là particulièrement lors de leur grossesse réussissaient à avoir leur enfant, mais ils naissaient prématurément avec un faible poids. Évidemment, on n'avait pas beaucoup de recul parce que c'est quelque chose d'hyper rare. Mais j'ai été incapable d'enlever la vie à celui qui m'avait probablement sauvé la mienne. Parce que si je n'avais pas eu l'échographie de datation, les symptômes du cancer de l'ovaire, comme la plupart, vous savez, peut-être que non, mais c'est insidieux, tu sais, c'est des ballonnements, c'est un petit peu de douleur, un petit peu de constipation, c'est non spécifique. Fait que souvent, ça passe inaperçu, puis la découverte, elle est plus tardive. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir une échographie, donc, et d'avoir la découverte peut-être probablement plus précoce. Donc, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure de non-retour, c'est-à-dire de garder l'enfant en moi et puis de débuter la chimiothérapie. Donc, un coup que la décision est prise, là, c'est les émotions qui n'arrêtent plus. On se demande pourquoi moi, tu sais, on pense toujours que ça arrive aux autres, mais là, quand ça arrive à toi, tu te poses la question, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai-tu fait quelque chose on a de la colère parce qu'on se dit,
pourquoi je mérite ça? Mais en fait, personne ne mérite la maladie. C'est le fruit du hasard. C'est que, tu sais, il ne faut pas chercher tout le temps à comprendre. C'est ce que j'ai réalisé. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, j'avais beaucoup de colère. Je sentais l'injustice parce que j'étais une fille qui avait toujours fait attention. Je mangeais les aliments biologiques. Je faisais de l'exercice. Je n'ai jamais fumé. Je prenais extrêmement peu d'alcool. Je me gardais en forme. Tu sais, j'étais quelqu'un comme ça, mais personne n'est à l'abri d'une épreuve. Mais c'est quand même difficile de l'accepter et j'ai encore de la difficulté à l'accepter, en fait. Je ressentais aussi beaucoup de peur face à l'avenir parce que avoir une jeune enfant, tu sais, j'avais déjà Lydia, 2 ans et demi, un autre en cours, tu sais, à cet âge-là, de laisser des enfants orphelins, c'était ma grosse peur, là. Donc, ça n'arrêtait pas là, d'aller en boucle et en boucle et en boucle là, dans ma tête. Il a fallu que je travaille beaucoup sur le lâcher-prise. Mais ça, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Mais au fur et à mesure du temps, je fais du travail. Mais à ce moment-là, au mois de décembre, il a fallu que je me parle parce que sinon, j'aurais pas réussi à me concentrer sur la vie qui était en moi. Et puis, fait que je ne voulais pas véhiculer des émotions négatives. Donc, le 7 décembre, j'ai rencontré l'hémato-oncologue. Et puis, on ne savait pas, en fait, exactement quel stade que j'avais. Parce que là, étant donné que j'étais enceinte, un TACO du corps n'était pas recommandé. On sait toutefois que l'acide, c'est-à-dire le liquide, et la trompe n'avaient pas de cellules cancéreuses. Donc, c'était quand même bon signe. Puis là, à cause de la rupture, on a supposé un stade 1C. Mais on n'avait pas une certitude que les ganglions n'étaient pas atteints, parce que ça aurait pris un TACO. Donc, j'ai eu une échographie pulmonaire, j'ai eu une échographie abdominale, mais ce n'est pas aussi précis qu'un scan ou un TACO. Donc, on a décidé de me traiter comme si j'avais un cancer avancé. Donc, j'ai reçu 4 cycles de chimio au lieu de 3. C'est un type de tumeur qui est très chimiosensible. Donc, avec la chimio, le pronostic est bon. Mais sans la chimio, le pronostic, il frôle le 0. Donc, quand on reçoit, quand j'ai reçu, en fait, un diagnostic comme ça, qui mettait ma vie en jeu, pour moi, c'était je veux vivre, je veux vivre. Je ne pensais pas nécessairement aux conséquences, aux effets secondaires. C'était la vie que je visais. Donc, j'ai été d'accord avec ce plan de traitement-là parce que je visais vraiment la vie. Donc, le 10 décembre, la chimiothérapie elle a débuté. Donc, c'est un protocole BEP. Ça veut dire c'est la bléomycine, l'étoposide et la cisplatine. Donc, 3 agents. C'était des cycles de 21 jours. La première semaine, j'avais des agents tous les jours de la semaine. Donc, du jour 1 au jour 5, je devais me déplacer à l'hôpital et ça durait environ 6 à 7 heures parce qu'on devait faire une longue hydratation pour protéger les reins. Puis après ça, j'enlignais 2 à 3 agents. Donc, c'était assez exigeant. Et puis, les jours 8 et 15, j'avais seulement un agent et ça, c'était rapide. Au niveau des effets secondaires, la pharmacienne avait été très claire. J'allais perdre mes cheveux. Ensuite de ça, il parle de la fatigue, la toxicité, évidemment. Je ne l'ai pas écrit, là, mais la toxicité hématologique, c'est-à-dire que les valeurs là, dans le sang qui diminuent au niveau de la moelle osseuse. Il y avait un risque de toxicité pulmonaire. Puis là, comme j'étais enceinte, on ne pouvait pas évaluer vraiment si j'étais essoufflée ou pas. Parce que, tu sais, enceinte, on est plus essoufflé à la base. Donc, ça, c'était un petit peu plus difficile à évaluer. Il y avait aussi des effets au niveau neurologique. Je suis devenue avec la maladie de Raynaud, là, tu sais, là, les bouts des doigts là, qui deviennent là, très sensibles au froid. Il y avait aussi une toxicité auditive. En fait, j'ai développé, j'avais déjà un petit peu l'acouphène, mais ça l'a empiré. Puis, à un moment donné, là, j'ai vraiment entendu des gros sifflements là, au moment de l'accouchement. Puis, il y avait une toxicité rénale, vous allez comprendre plus tard, là, mais elle était là. Donc, ce n'est pas sans séquelles, mais devant le fait que je n'ai pas le choix, je n'ai pas de questions à me poser,
c'était OK, go, on se lance là-dedans. Puis les risques à long terme, bien ça, c'est après qu'ils nous en parlent, hein, les maladies cardiaques, la leucémie, patati patata. En fait, je ne les sais pas trop, puis on dirait que je ne veux pas trop les savoir encore. Je fais un petit peu de l'aveuglement volontaire encore. Je me dis que je pense que j'aime mieux pas trop savoir. Quand j'ai débuté la chimio, c'est sûr que l'amour de mon conjoint qui était vraiment présent, ma famille, mes amis m'ont aidé là, un petit peu à me donner de la force là, dans le début là, de tout ça parce que c'est pas évident de débuter une chimiothérapie. Puis, c'est ça. Ça a été difficile au début, mais après ça, je suis rentrée dans le train, comme on dit, puis les jours se sont suivis. Le 1er janvier, donc on parle d'une vingtaine de jours plus tard. Là, ça faisait plusieurs jours que j'étais dans le déni, que j'allais perdre mes cheveux un petit peu. Je les attachais. Je les avais. En fait, moi, avant, je ne sais pas si vous aviez vu là, dans la première photo, mais j'avais les cheveux dans le bas du dos. Donc, je les avais fait couper ici. Et puis, le 1er janvier, je me suis dit, bon, là, il faut que j'accepte. Je me brosse les cheveux. Donc, je me brosse. Puis là, ils tombent tous. Ils tombent tous. Là, j'ai fait une grosse montagne de cheveux sur le comptoir. Mais il m'est resté quelques mèches. Puis j'ai décidé, même si j'avais un drôle de look, de les garder. Dans le fond, ce que je faisais, c'est que je mettais des bonnets, puis je laissais sortir les mèches ici. Donc, heureusement pour moi, les mèches ont survécu tous les traitements. Donc, oui, j'avais mes bonnets, mais j'avais mes petites mèches qui sortaient. Puis pour moi, ben, ça me donnait de la couleur, étant donné que j'ai le teint pâle. Mais j'étais contente de ne pas avoir rasé mes cheveux à cause de des petites mèches qui me restaient. Je m'étais aussi acheté une perruque de cheveux synthétiques de cette couleur, là, la couleur Auburn, long. Et puis ça, je la mettais lors des grandes sorties. Donc, je n'ai pas eu vraiment de grandes sorties pendant la chimiothérapie, mais elle m'a servi plus dans les mois qui ont suivi cette période-là. Donc, comme je vis, moi, là, tout ce que je voulais et tout ce que je veux encore, c'est de vivre. Donc, je me suis dit, les cheveux, je sais qu'il y a des gens, puis il y a plusieurs femmes qui le vivent avec difficulté, puis je le comprends. Mais moi, je me suis dit, regarde, je les perds, puis ça va repousser, puis moi, tout ce que je voulais, c'était la vie. Donc, je l'ai accepté vraiment plus facilement que je l'aurais cru. Et puis, c'est ça. Puis là, vous voyez, là, ça fait 2 ans et demi, là, puis je suis capable de me faire des petites couettes. Puis, je ne les décolore plus comme avant. Là. J'ai été 20 ans à me teindre blonde, mais là, je garde ma couleur Auburn et j'en suis fière. Le 8 janvier, en fait, ça, c'est ma date d'anniversaire. La veille, là, j'ai vraiment mal filé. J'avais vomi toute la nuit, puis c'est la première fois que je vomissais. J'étais d'une faiblesse extrême. J'étais étourdie. En fait, j'avais besoin de m'appuyer là, sur des meubles pour marcher. Donc, c'était très difficile. Puis, j'avais une dose là, de chimio à l'hôpital. Donc, j'ai trouvé ça dur pour le corps. Mais d'un autre sens, ça m'a fait réaliser qu'il fallait que j'apprécie davantage les petits bonheurs, même s'ils ne sont pas parfaits. Je vous donne un exemple. À la première journée là, des traitements ou une des journées de traitement, je devais me rendre de bonne heure à l'hôpital. Puis là, je voyais le lever du soleil. Puis, oui, c'était pas sur le bord de la mer ou sur le bord des belles montagnes. Il y avait plein de fils électriques, mais je l'ai tellement apprécié que je me suis rendu compte qu'on n'a pas besoin que tout soit parfait pour apprécier. Donc, j'ai fait vraiment un cheminement, puis je me suis mis à exprimer davantage de gratitude au quotidien à partir là, de cette période-là. Le lendemain, dans le fond, j'avais une échographie. Donc, j'ai passé la journée à l'hôpital. Puis mon obstétricienne qui me suivait à l'hôpital en tant que grossesse à risque, évidemment, a accepté de me faire une échographie tardivement en fin de journée. Donc, il était 18 heures, tout ça. Puis là, elle dénote un retard de croissance significatif à 21 semaines de grossesse. Donc, ce que ça veut dire? Ça veut dire que la circulation mère-fille était beaucoup plus difficile. Donc, on allait serrer davantage le suivi.
Bien là, je ne voulais pas non plus me laisser trop surprendre par les imprévus de la grossesse, puis je désirais m'adapter à tout ce qui se présente à moi. J'accélère un petit peu parce que je viens de voir l'heure, là. Le 21 janvier, dans le fond, j'entame le 3e cycle. J'ai trouvé que le temps avait filé rapidement. Puis, j'ai réalisé que l'adversité, c'est un accélérateur de prise de conscience. Donc, je faisais plein de prises de conscience au fil des jours, au fil des semaines. Puis là, je me concentrais davantage sur l'essentiel. Autant des choses auxquelles j'avais accordé de l'importance parfois dans le passé, pour moi, ils étaient devenus futiles. Et puis, des fois, j'entendais des gens qui se plaignaient pour des trucs vraiment plus simples. Puis, on dirait que j'avais moins d'empathie envers ça. Mais j'ai réussi avec le temps à relativiser. Mais sur le coup, moi qui luttais pour ma vie, des fois, j'avais la difficulté à ce niveau-là, mais je ne l'ai jamais laissé paraître. Mais je vous en parle parce que vous avez probablement passé par là. Donc, je découvre des nouvelles parcelles de mon intériorité, puis j'ai vraiment effectué un long voyage intérieur. Malgré tout ça, je voulais rester optimiste. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas que mon fœtus, en fait, c'était un garçon, et puis on a décidé de l'appeler Isaac. Donc, je ne voulais pas qu'Isaac ressente des émotions négatives ou des pensées négatives. Je voulais vraiment y envoyer de la lumière. Bon, je sais, c'est un petit peu ésotérique, mais c'était important pour moi. Puis, je me disais que si je voyais le positif, bien, ça va me permettre d'avancer plus facilement puis d'occuper plus constructivement mon esprit. Donc, mes marqueurs diminuaient. Donc, ça, c'était les bonnes nouvelles. Puis, on a décidé de retirer la dose du 8e et du 15e jour du dernier cycle pour donner un petit coup de pouce à Isaac. Mais là, la croissance d'Isaac, elle ne cesse de ralentir. Les échanges sanguins sont de plus en plus difficiles. Je me suis rendu compte que tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option. Donc, malgré les mauvaises nouvelles pour la croissance d'Isaac, je gardais le cap et j'aurais tout fait pour lui. Mais là, à la mi-mars, je gonfle à vue d'œil. Je suis rendue avec un 4e double menton. Mon chum a de la difficulté à me reconnaître. Je prends une demi-livre par jour si ce n'est pas une livre. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je questionne le personnel soignant, je leur dis. Puis, à chaque fois, ils me répondent que je prenais le poids que je n'avais pas pris, étant donné que je n'avais pas pris beaucoup de poids à cause de la chimiothérapie. Donc, je n'avais pris même pas une dizaine de livres. Donc, ils mettaient ça sur le compte de, ben là, tu commences à prendre du poids vu que ta chimiothérapie est terminée. Mais moi, il y a quelque chose qui me dit, non, c'est pas normal. C'est pas normal, il se passe quelque chose. Je re-questionne parce que je voyais l'équipe d'obstétrique à tous les jours ou aux 2 jours. Donc là, à un moment donné, j'ai dit, non, là, il faut que j'aille voir les résultats de mes laboratoires. Il y a quelque chose qui cloche. Étant dans le domaine de la santé, je réalise que finalement, ma fonction rénale est vraiment, mais vraiment altérée. Même si la valeur était dans les normes, pour moi, elle avait doublé par rapport à ma valeur initiale. Puis là, à travers tout ça, je reçois un appel de mon hémato-oncologue qui me dit que mes marqueurs augmentent au lieu de diminuer. Fait que là, il dit, ça se peut pas, c'est quasiment trop tôt pour une récidive. Tu sais, ça faisait à peine 1 mois que j'avais terminé ma chimiothérapie. Il dit, je ne vais pas prendre de chance. Je te recommande d'aller faire une radiographie des poumons puis une échographie abdominale dans les prochains jours. Donc, le 15 mars, je suis hospitalisée pour une préclampsie sévère. Donc, c'était ça qui se tramait dans mon corps. Donc, mes reins ne fonctionnent plus. Puis là, dans le fond, ça devient dangereux pour ma vie et celle de mon fœtus. Mes prises de sang, ils prennent des valeurs là, vraiment dangereuses. Parce que, étant donné que mes reins ne fonctionnent plus, j'accumule les ions dans mon corps. Donc, je suis sur le bord là, d'être transférée aux soins intensifs. Puis, lors de l'échographie, on me dit que mon foie a l'air anormal. Donc, ça ne va pas bien. Mais, à travers tout ça, j'essaie de garder mon calme parce que ça ne servait à rien que je m'énerve parce que le contrôle était facile à perdre. Donc, j'ai essayé de tempérer beaucoup mes émotions. Donc, on décide de me faire une césarienne d'urgence parce que le seul traitement d'une préclampsie, c'est la délivrance du placenta. Donc, on extrait rapidement Isaac qui, lui, requiert des soins d'urgence. Je vous rappelle, je suis à 30 semaines et 6 jours de grossesse.
Donc, lui, il est rapidement amené aux soins intensifs néonatales. Donc, je n'ai pas pu voir mon fils et je n'ai pas pu le prendre dans mes bras. Ensuite de ça, étant donné que j'étais ouverte en raison de la césarienne, il y a un chirurgien gynécologique oncologue qui est venu faire une exploration abdominale, puis qui a fait quelques prélèvements. Quant à être ouverte, il en a profité. Donc, moi, j'ai été admise aux soins intensifs pour 48 heures. Mais sur le chemin, les gentilles infirmières m'ont permis d'aller voir Isaac dans son incubateur. C'est là que j'ai appris qu'il faisait 1000 grammes. Donc, c'est 2,2 livres. Il était minuscule. Il y avait une petite aide respiratoire, mais ils n'ont pas eu besoin de l'intuber. Donc, il était vraiment autonome de ce côté-là. Donc, voici Isaac. Donc, ça, c'est 48 heures après l'accouchement. Donc, chaque jour, je vais voir Isaac. Et puis, au bout de quelques jours, je peux faire du pot à pot. Donc, à la méthode kangourou, donc moi, je retire mon haut, je mets une jaquette et puis on colle nos pots. Donc, ça permet vraiment de régulariser son rythme cardiaque, sa température. Puis, ça a démontré vraiment plein de bienfaits, cette méthode-là. L'allaitement est difficile, évidemment, parce que c'est tôt. Tu sais, dans le fond, j'ai accouché à 30 semaines. Donc, ça, c'est très difficile, mais je persévère quand même. Puis lui, vous voyez, là, il y a un petit tube dans la bouche, donc il reçoit le lait par gavage, mais il n'a aucune assistance respiratoire, donc il a bien gros impressionné l'équipe médicale. Donc, moi, je quitte l'hôpital 7 jours plus tard et je laisse Isaac là, à l'unité néonatale. Donc, le 28 mars, je fais un premier taco. Donc, de tout le corps, du thorax, de l'abdomen et du pelvis. Puis, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai ressenti une immense anxiété pendant l'examen. Je pleurais à chaudes larmes. Je craignais la radiation, là, mais au point de devenir là, irraisonnée. J'ai l'impression que c'est l'absence d'Isaac en moi qui faisait en sorte que je perdais ma force, je perdais mes repères, parce que tout au long de la chimiothérapie, on était deux à affronter ça, puis il m'a fourni une force incroyable. Mais là, je me sentais seule, puis j'avais accumulé aussi beaucoup d'émotions, j'étais épuisée. Donc, j'ai vraiment eu une période difficile à ce moment-là. Je me suis beaucoup ouverte à mes proches. C'est ça qui m'a aidé un petit peu à tempérer. Puis, j'ai fait la rencontre aussi d'une autre mère qui avait un enfant à l'unité néonatale et puis ça m'a fait du grand bien. Donc, l'ouverture aux autres a rendu l'adversité moins pénible à ce moment-là. Le 1er avril, j'ai la bonne nouvelle. Le taco est normal, le foie est normal. Les biopsies qui ont été faites pendant la césarienne sont bénignes. Les marqueurs sont en diminution. Donc, l'hémato-oncologue officialise la rémission. Donc, c'est la plus belle nouvelle à recevoir, mais c'est quand même une réalité à apprivoiser. Donc, je désire évidemment me concentrer sur la guérison et ma famille, mais quand même, c'est une réalité que je n'avais pas avant tout l'épisode. Je me retrouve un petit peu délaissée par l'équipe médicale, mais c'est volontaire, c'est normal. Je suis théoriquement guérie, mais c'est difficile de faire un petit peu le deuil des contacts réguliers avec l'équipe médicale. Tu sais, tu es en rémission, ça va bien, on se revoit dans un mois. Avant, je les voyais quasiment toutes les semaines. Donc, c'est vraiment une adaptation à faire. Mais cette nouvelle-là, ben, c'est sûr que ça leur a ravivé mon espoir d'une guérison à long terme. Depuis cette nouvelle-là, c'est sûr, je me concentre davantage sur le présent, étant donné qu'on n'a pas le contrôle sur l'avenir. Fait que j'aime mieux me concentrer sur le présent. Je savoure évidemment les moments passés avec Isaac. Donc là, vous me voyez à l'unité néonatale. Il y avait environ le 1er avril. Fait que, tu sais, il avait pris du poids, là, vraiment. Là. Le 20 avril, je ressens un besoin de partager ce que je vivais, mais avec d'autres femmes qui vivent aussi ce genre d'épreuve. Puis, je n'en connaissais pas. J'avais besoin de partager mes émotions, mes réflexions. Puis, je suis tombée sur OV Dialogue. Puis, là, j'ai lu beaucoup de témoignages. Puis, ça m'a vraiment aidée.
Puis aussi, l'amie d'une amie m'a mis en contact avec Isabella, qui était enceinte et puis qui a eu le diagnostic d'un cancer du col de l'utérus. Puis elle aussi, elle avait un choix vraiment difficile à faire, soit d'avoir la chimiothérapie enceinte, tout ça, ou de provoquer l'accouchement à 28 semaines. Donc, je me suis autorisée à jouer le rôle d'une marraine dans tout ça. Et puis, on a vraiment développé une relation profonde et sincère et sans jugement. Puis, ça m'a été d'une grande aide. Autant moi, je pouvais lui apporter de l'aide, mais elle ne le sait peut-être pas, mais je lui ai dit souvent, mais elle m'en a apporté beaucoup. Donc, le 11 mai, on accueille Isaac à la maison, plus tôt que prévu. J'avais quand même plusieurs craintes face aux soins requis, mais sa présence m'a comblé de joie, évidemment. Le 8 septembre 2019, j'ai participé à la randonnée de l'espoir. Ça m'a fait plaisir de voir d'autres femmes, d'autres sœurs turquoises. J'ai senti vraiment la solidarité. Puis en même temps, je trouvais que c'est une belle occasion pour les fonds pour la recherche parce qu'on sait que c'est très important. Donc, j'ai appris à voyager autrement, sans bagage et sans égard à la destination. Donc, rapidement, un petit mot sur mon livre. Dans le fond, j'ai été publiée là, aux éditions du Dauphin Blanc. Donc, le livre est sorti en mai 2021. Il y a 222 pages, dont 21 chapitres, avec chaque chapitre une expérience de voyage. Il est en vente dans toutes les librairies au montant de 26,95 plus TPS. Il est disponible aussi en version e-pub et PDF. Pour celles qui sont intéressées, je vends des copies dédicacées à 25 $. Pour celles qui habitent dans la ville de Québec, je peux me déplacer. Pour les autres, la livraison est de 7 $, donc ça monte à 32 $. Ça va me faire plaisir de vous les poster. Donc, vous pouvez m'écrire à la frontière de la vie en commercial@hotmail.com. Sinon, j'ai une page Facebook, là, Karine Lejeune, auteure. Puis là-dedans, je mets des photos de mes expériences de voyage. Puis moi, maintenant, rapidement, dans le fond, j'ai un suivi hématologique aux 3 mois et gynécologique aux 6 mois. Je ne vous cacherai pas que j'ai plusieurs rechutes d'anxiété face à mon avenir. Je dois travailler beaucoup l'introspection. Je vais aller chercher de l'aide au niveau de la psychothérapie. Mon voyage intérieur, il se poursuit. J'essaie de me concentrer sur le présent et ma vie de famille. Mon esprit, où en est-il? Je vis présentement un deuil de l'écriture. Dans le fond, c'est un processus que je me suis donné corps et âme pendant 2 ans. Donc, je me retrouve un petit peu l'esprit trop libre pour réfléchir. Donc, je pense à un autre projet d'écriture. Puis, c'est certain que je vais envisager des prochains voyages aussi. Et puis, Isaac il est âgé de 2 ans et 4 mois. Il a le poids d'un enfant d'1 an. Mais on a un suivi serré en nutrition. Il y a un retard de langage, mais je suis très optimiste pour le futur parce qu'il fait preuve d'une intelligence exploratoire. Il n'y a visiblement aucun retard cognitif. Il fait les pires mauvais coups qu'un enfant peut faire. Il nécessite une surveillance permanente. Il est curieux, il a une joie de vivre, il est énergique, il est déterminé. Vous voyez sur la photo, là, il a l'air d'un petit enfant tannant. Puis il y a ce petit quelque chose là, qui séduit, là, qui touche droit au cœur. Il est vraiment spécial, ce petit enfant-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. Puis, la question que je pourrais vous poser, et vous, quelle sera votre prochaine destination intérieure?